Nous abordons à présent la quatrième phase du cheminement de l'esprit scientifique, la marche du Nun au boson de Higgs. Et cette phase se déroule au cours des Lumières européennes, donc dans les années 1700 jusqu'au début des années 1800, donc le 19e siècle. Donc nous allons parler du 18e siècle et début 19e siècle pendant cette phase. Et nous avons montré au cours de la phase passée pendant la Renaissance comment les esprits curieux, très intellectuels se sont intéressés à la matière dans sa grandeur, les grands éléments de la nature, et comment Copernic, Giordano Bruno, Kepler et Galilée ont pu, avec leur observation, leur réflexion et leur déduction, déplacer le centre de l'univers, de la Terre, vers le Soleil. Donc, et la Terre, la matière solide n'est plus la matière primordiale, mais c'est plutôt la matière ardente, le Soleil qui est maintenant le centre de l'univers autour duquel les autres éléments tournent. Et d'ailleurs, il n'y a pas un seul Soleil, il y a des centaines de milliers de soleils, donc il n'y a même plus question de parler du centre de l'univers, mais on sait quand même que c'est la matière ardente qui est l'élément essentiel, primordial autour de laquelle les autres éléments tournent. Et donc, et tout cela, ils l'ont fait au mécontentement des autorités politiques et religieuses du moment. Et on a aussi vu comment Newton, dans leur suite, a fait des calculs, donc des mesures mathématiques pour pouvoir déterminer des propriétés, des caractéristiques de ces grands éléments. Il a pu proposer une loi de la gravitation universelle et il a aussi travaillé sur la chute des corps, les lois de la pesanteur, etc. Donc tout cela a constitué la Renaissance. Et maintenant, les Lumières vont continuer le travail de réflexion, mais les esprits intellectuels curieux de cette période ne vont plus faire de la grande science universelle, mais beaucoup vont plutôt s'intéresser, parce que quand on fait la grande science universelle, on fait de l'astronomie, ou bien ce qu'on peut appeler l'astrophysique, ce que faisait Copernic jusqu'à Newton, c'était ça, disons, c'est de l'astrophysique. Maintenant, quand les Lumières ont commencé, les intellectuels se sont plutôt intéressés à de la matière proche de nous, donc la vie quotidienne, et ils se sont intéressés à des phénomènes un peu étranges qu'on observe entre les corps, parce que à des moments donnés, dans certaines circonstances, on constate que certains corps s'attirent ou se repoussent, indépendamment que l'on les ait mis en mouvement. Et les corps peuvent s'attirer et se repousser, et spécialement un élément naturel qui a cette propriété, c'est l'ambre. L'ambre qui est une sécrétion liquide qui se solidifie, une sécrétion liquide des végétaux, des arbres qui se solidifient et qui est conservé par sédimentation sur des centaines, milliers d'années. Donc l'ambre, cette matière ou bien cette forme de matière est capable d'attirer d'autres corps minuscules, de la poussière et d'autres corps légers. L'ambre peut les attirer quand on le frotte et qu'on le laisse à elle-même. Et à part l'ambre, on a aussi constaté que le verre, quand on frotte le verre et qu'on le laisse à lui-même, il peut repousser ou attirer certains autres corps. Alors, ce comportement de la matière a donc été sujet à de l'observation minutieuse, finalement à des expérimentations qui ont abouti à des conclusions
spectaculaires qui vont nous amener à parler de l'électricité. Donc l'électricité est devenue en quelque sorte l'étude ou bien l'intérêt scientifique du temps des Lumières. Et quand on veut parler des personnages les plus importants de ce moment, c'est des personnages comme François-Charles Dufay en France, comme Benjamin Franklin aux États-Unis, et comme Simer en Angleterre. On peut parler aussi de Volta en Italie, etc. On peut parler de Muschenbroek et de Colomb et de Ampère. Ce sont ces personnages-là qui ont façonné réellement la pensée scientifique, qui a pu percer le secret de l'attirance ou de rejet qu'il y a entre certains corps et qui ont abouti à élaborer les lois de l'électricité qui a abouti aujourd'hui à l'énergie nucléaire. Et donc pour résumer ce travail qui a été fait par ces grands personnages de l'esprit scientifique au cours des Lumières, on peut dire que le premier intérêt a été réalisé par Charles-François Dufay, le Français, qui a conclu que, après observation et étude, il y a deux types ou bien deux espèces d'électricité, parce qu'il y a certains corps qui ont la propriété de repousser d'autres corps, et il y a certains corps qui ont la propriété d'attirer d'autres corps. Et donc il a parlé de deux types d'électricité. Donc il y a deux espèces naturelles d'électricité. Il les a nommées électricité vitrée pour les corps qui repoussent et électricité résineuse pour les corps qui attirent. Mais il y a les recherches de Benjamin Franklin aux USA, donc c'est au cours des années 1740-50, et Benjamin Franklin a conclu de son côté que il y a une seule espèce d'électricité et qui peut être imaginée comme un fluide qui imprègne les corps et que ce fluide se met en marche quand on le soumet à une influence extérieure, par exemple un frottement, et que ce fluide se met en marche, et ce fluide est invisible à l'œil nu, humain, mais ce fluide se met en marche et peut être attiré par un corps ou être repoussé par un corps compte tenu de la nature de l'autre corps et compte tenu aussi de la quantité de ce même fluide dans l'autre corps. Donc si l'autre corps a moins de quantité, il peut attirer, mais quand le corps a plus de quantité, il peut repousser. Donc c'est ça, plus ou moins la logique de Benjamin Franklin. Et lui, donc, il a parlé d'électricité à charge positive et électricité à charge négative. Donc, pour Benjamin Franklin, il y a une seule espèce d'électricité qui peut se charger moins ou se charger plus compte tenu de la quantité du fluide qui existe entre les deux corps en présence. Mais pour son prédécesseur Charles Dufay, qui a fait ses expériences au cours des années 30, 39, 40, il y a deux types d'électricité. Et dans ces deux théories qui s'opposent ou bien qui divergent, ont été résumées et synthétisées par l'anglais Simer. Et Simer dit que, en fait, il y a un seul fluide, mais qui est composé de deux éléments, donc de deux éléments à quantité équilibrée, et que l'un des éléments se met en marche compte tenu du corps qui est mis en action à côté. Donc, lui, il parle maintenant que dans un corps, il y a un seul fluide, donc une seule espèce d'électricité qui est composée de deux éléments, un élément négatif
un élément positif, donc plus et moins, et l'élément plus se déplace ou l'élément moins se déplace compte tenu de la nature du corps qui est rapprochée. Donc il a fait la synthèse donc, en habillant la théorie qualitative du fait avec la théorie mathématique, donc arithmétique plus et moins, de Benjamin Franklin. Et à partir de cette synthèse, les recherches vont diversifier et continuer, et les personnages que j'ai cités tout à l'heure, Muschenbroek, Volta, Coulomb, etc., on arrivera à fabriquer, bien inventer des instruments de conservation de cette charge d'attraction, bien de répulsion, en parlant de condensateurs. On va inventer avec Volta la pile électrique qui permettra de faire circuler cette charge. On parlera alors de pile ou bien de générateur de courant électrique. Donc le fluide dont on parle, on peut maintenant le faire circuler. Là, on commence par parler de courant électrique. Donc le fluide peut être mis en mouvement, dirigé vers une certaine direction, et il y a Coulomb qui viendra faire des calculs pour mesurer cet effet d'attraction, bien de répulsion, et Ampère viendra aussi faire des expériences pour définir la direction conventionnelle de ce courant électrique. Et avec les expériences passées et présentes et continues, on a pu voir que ce courant, quand il circule, peut dégager de la chaleur, et donc on revient encore à de la matière ardente, et on a quand même vu aussi des éclats de lumière, donc des étincelles, et donc on en vient encore au feu. Donc finalement, ce fluide dont on parle, qui peut avoir une propriété négative ou une propriété positive, qui peut être mise en marche dans une direction, donc être mise en mouvement comme un courant, etc., finalement n'est aussi que du feu. Donc finalement, avec les études de l'électricité, on en vient encore à conclure que la matière primordiale, cette matière qui imprègne les corps et qui, selon les quantités, les conditions, peut se mettre en marche, peut produire de la chaleur, etc., c'est encore le feu. Donc le feu, finalement, revient comme l'élément primordial, la matière première qui imprègne tous les corps. Et comme on l'avait vu à la Renaissance avec les grands penseurs qui ont travaillé sur l'astronomie ou bien l'astrophysique, on a déplacé le centre d'intérêt de la recherche, de l'influence dans l'univers au soleil, donc à la matière ardente, donc au feu. Avec l'électricité, au temps de lumière, on découvre encore que c'est le feu, donc c'est la matière ardente qui joue ce rôle d'attirance ou de rejet des corps. Donc cette force indépendante qui est dans la nature est toujours une manifestation du feu. Donc voilà comment on peut parler de l'évolution de l'esprit scientifique au cours des Lumières et toutes les inventions qui ont été faites. Vous savez bien, la lampe électrique a été faite en cette période, la décomposition des corps liquides pour faire des alliages, donc ce qu'on appelait les électrolyses des corps ont commencé à ce moment-là, et ça a commencé par créer une opportunité à la chimie de pouvoir commencer aussi sa marche pendant cette période. Et en chimie, nous avons vu comment le grand expérimentateur Lavoisier, c'était donc les années 1780-90-95 par là, que Lavoisier a fait ses recherches pour aboutir à la formule intéressante, célèbre, qui dit « rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme ». Donc à partir de l'étude des quantités, de la composition de la matière, de la séparation de ses composantes, de la
de la synthèse, de la recomposition des éléments de la matière en étudiant les poids, les masses, les pressions, les températures. Et Lavoisier a abouti à cette conclusion que rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme. Et c'était les années 1790-95 par là. Or, quand on retourne dans l'histoire, dans l'Antiquité, donc 2000 ans avant, on a étudié Anaxagore qui avait parlé du nous, et Anaxagore, en observant l'univers, en réfléchissant, en faisant sa philosophie de la nature, avait dit que finalement, rien ne périt et rien ne naît, tout se conserve en association-dissociation. Donc, Lavoisier n'a fait que confirmer dans le fait sur le plan microscopique, ou bien sur le plan, disons, sur le plan à échelle humaine, ce que Anaxagore avait déjà découvert sur le plan philosophique, en parlant de sa philosophie de la nature qui est devenue astronomie ou bien astrophysique, quelque part avec les chercheurs de la Renaissance. Voilà comment la chimie a pu évoluer avec l'avancée aussi de l'électricité. Et donc, l'ouvrage le plus important qu'on peut étudier dans le domaine de la chimie, c'est celui du traité de chimie élémentaire de Lavoisier. Un autre personnage très important de cette période des Lumières européennes, c'est Darwin. Il s'appelle Charles Darwin, bien sûr, et lui, il a porté sa curiosité intellectuelle sur la matière vivante. Donc, tandis que Dufay, et Benjamin Franklin, et Simer, Coulomb, Volta et Ampère et Muschenbroek avaient dirigé leur attention sur la matière morte pour percer le secret du comportement étrange de certaines formes de matière pour voir qu'est-ce qui crée l'attirance ou bien le rejet, etc., pour aboutir à la formulation des lois de l'électricité et aussi finalement la chimie qui a vu le jour assez précisément avec Lavoisier. Charles Darwin s'est intéressé donc à la matière vivante pour voir ce qui fait que cette matière vivante se diversifie beaucoup, mais dans cette diversification, il y a des regroupements et des ressemblances. Et quand il a observé ces regroupements et ces ressemblances, il était arrivé à une conclusion qu'il y a une certaine évolution. Il y a une certaine graduation dans ces ressemblances qu'il y a entre les différentes espèces de la matière vivante. Et c'est dans ce sens qu'il a parlé de l'évolutionnisme du vivant. Et la loi qu'il a pu écrire est la loi de l'adaptation. C'est-à-dire que les individus qui arrivent à partir de leur propre constitution de corps et à partir de leur capacité énergétique, leur capacité énergétique à s'adapter à leur environnement, que ce soit un environnement très froid, un environnement trop chaud, un environnement très sec, un environnement très humide, etc. Les individus qui arrivent à mieux s'adapter à cet environnement, c'est eux qui continuent à exister. Et parfois, il arrive aussi des anomalies. Et ces anomalies, quand elles sont conservées, donc ces caractéristiques ou bien ces propriétés anormales, donc anomalies, quand elles se conservent sur le temps, ça encore crée un embranchement de l'espèce qui se développe aussi. Donc c'est la loi de l'adaptation à l'environnement
qui est, comment dire, l'élément essentiel qu'on peut observer dans l'évolution des espèces. Et bien sûr, Charles Darwin, qui a fait cette théorie au cours des années 1850-60 par là, n'était pas seul à penser sur la matière vivante. Il y a eu un autre personnage important comme Lamarck qui lui a parlé du transformisme. Mais finalement, quand on voit les choses d'un côté et de l'autre, on peut dire que l'évolutionnisme n'est que du transformisme mis en ordre. Donc, Charles Darwin n'a fait que mettre une certaine logique de suite dans le transformisme de Lamarck, et d'autres personnes encore ont fait des recherches dans ce domaine, mais c'est Darwin qui finalement retient plus l'attention avec sa théorie de l'évolutionnisme, avec la loi de l'adaptation naturelle à l'environnement. Donc voilà comment, et au cours de la période des Lumières, on a abouti aussi à ces conclusions. Donc c'est une conclusion qui vient mettre un peu en question la théorie acceptée depuis longtemps, depuis l'Antiquité, de la création de l'être vivant, ou bien même de la création de l'univers. Donc voilà, au cours des Lumières, nous avons vu l'esprit scientifique qui a fait une grande marche rapide pour percer le secret de la loi de la gravitation universelle, de l'attraction des corps, des forces qui agissent, et pour le découvrir dans la matière proche concrète de nous à travers l'électricité, et pour conclure que l'électricité qu'on peut mettre en courant n'est qu'une sorte de fluide, et ce fluide, en fait, fluide invisible bien sûr, et ce fluide invisible en fait n'est que de la matière ardente sous une forme très fine, sous une forme très fine, et quand on le met en grande tension, ça peut produire de la chaleur on peut aboutir à des éclats de lumière, donc à des étincelles, donc finalement que c'est toujours le feu. Donc c'est le feu universel qui imprègne tout, peut maintenant être reconnu dans l'électricité. Et donc voilà l'évolution essentielle qu'il y a eu, et nous allons voir avec la période suivante comment est-ce que ce feu a pu être maîtrisé, et comment est-ce que l'évolution de l'esprit scientifique a pu se faire pendant cette période-là pour aboutir à une sorte de réappropriation identitaire de cet esprit, et comment est-ce que l'Amérique a pu aussi, en Amérique aussi, la réappropriation a pu se faire. Et donc nous continuons la marche du cheminement de l'esprit scientifique du Nun au boson de Higgs.